Bien, bonjour. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des espèces fauniques sensibles qu'on retrouve en milieu agricole. Mais avant, je vais vous présenter un petit peu notre organisme Corridor appalachien. Donc, en fait, c'est un organisme sans but lucratif qui a été fondé en 2002, dont la mission est la protection des milieux naturels des Appalaches. On va essayer de préserver l'ensemble de la biodiversité, mais on va se concentrer surtout sur les grands massifs forestiers, en opposition avec le milieu agricole. On va aussi travailler à lier les massifs forestiers entre eux, donc créer des corridors fauniques ou maintenir des corridors de connectivité. On va protéger également tout ce qui est hotspot de biodiversité, donc les habitats d'espèces en situation précaire, les milieux humides et autres éléments comme les écosystèmes forestiers exceptionnels, etc. On est une petite équipe d'une dizaine d'employés, vraiment avec des gens là, de différents horizons, très multidisciplinaires. Plus précisément, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des inventaires, donc de l'acquisition de connaissances, inventaires fauniques, floristiques. On va également faire des suivis d'espèces en situation précaire et des évaluations écologiques sur certaines propriétés. On va accompagner également des propriétaires privés qui veulent faire des projets de conservation sur leur terrain, donc en préservant une portion ou la totalité de leur propriété. Par exemple, via des statuts ou des reconnaissances de réserves naturelles. On va faire de la sensibilisation auprès des municipalités, auprès de la population en général, et un peu d'éducation auprès des jeunes. Donc, sur notre territoire, qui est situé entre Granby et Sherbrooke et de la frontière américaine jusqu'à la hauteur de Richmond environ. Au début des années 2000, il y avait très peu d'aires protégées. Nous, on a répertorié les aires protégées, puis tout ce qu'il y avait, c'était dans le secteur du lac Brome, là, quelques aires protégées en territoire privé. Sinon, c'était dans les parcs nationaux qui étaient présents. Aujourd'hui, on voit en rouge toutes les aires protégées qui ont été réalisées au cours des dernières années. C'est plus de 12 000 hectares d'aires protégées, mais à perpétuité. Donc ça n'inclut pas toutes les superficies qui sont protégées par des ententes de plus courte durée. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, évidemment, avec des partenaires. Ce n'est pas Corridor appalachien qui a réalisé tout ça, mais bien les petits organismes de conservation et les organismes de bassin versant locaux. Il y en a un petit peu partout sur le territoire. Peut-être vous connaissez la fiducie foncière du Mont-Pinacle, qui est située dans le secteur de Fredericksburg. Nous, on a travaillé avec eux pour protéger des territoires et les accompagner aussi dans leurs projets. Du côté américain, il faut savoir qu'il y a des organismes qui font la même chose que nous. Donc, l'idée, c'est d'arrimer finalement nos travaux pour créer une sorte de corridor qui va relier finalement tous les grands massifs forestiers américains au parc du Mont Offord. Et il y a Conservation de la nature Canada, qui est notre partenaire national, qui intervient aussi grandement sur le territoire. Si on rentre dans le vif du sujet, bien en fait, les milieux agricoles, avant la colonisation, il y en avait très peu. Il y avait des prairies naturelles qu'on retrouvait à proximité des milieux humides. Il y avait les Amérindiens aussi qui avaient ouvert un peu la forêt pour la chasse ou encore pour la culture, mais c'était des très petites superficies. Par contre, à l'arrivée des colons, le paysage québécois a vraiment changé.
Là, on a vu des grandes superficies forestières défrichées, puis il y a eu des prairies, des pâturages qui ont été créés. Puis ça a vraiment favorisé la faune qui habite les milieux ouverts, donc la faune de milieux agricoles. Surtout les oiseaux ont profité là, de ces grands espaces agricoles, ces nouveaux espaces agricoles. Par contre, de 1950 à aujourd'hui, ça a encore changé. Les petites fermes sont disparues. Donc, les superficies totales de milieux agricoles ont diminué. Puis les fermes qui sont demeurées, eux, avec la technologie, ont changé leurs pratiques et on a vu finalement les fermes passer plus d'une culture extensive à des grandes cultures. Puis ça a eu des impacts sur les populations, surtout au niveau des oiseaux, mais également au niveau d'autres espèces d'amphibiens, de reptiles. Par exemple, on a vu des populations d'oiseaux chuter là, au cours des dernières 40 ans de l'ordre de 80 %. Donc, c'est vraiment important. Puis ça, c'est dû, vous le savez, aux changements qui ont été apportés. On voit ici deux photographies aériennes. La première en haut des années 60 et en bas dans les années 2000. Et on peut s'apercevoir de modifications qui ont eu un impact sur les habitats fauniques. Donc, des petits boisés ici qui sont disparus, des haies naturelles qui sont disparues également, le cours d'eau qui a été redressé et évidemment là, du développement immobilier là, dans le milieu agricole. Donc, des petits changements comme ça qui ont eu des impacts majeurs sur les habitats fauniques. Je sais que, déjà, vous avez contribué beaucoup à améliorer la situation. Peut-être que vous faites des choses, des fois, vous ne savez pas vraiment l'impact que ça peut avoir sur la faune, l'impact positif, je parle. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines diapositives. Donc, un arbre isolé, c'est beau, ça fait partie du paysage. Vous en avez sûrement dans vos champs. Peut-être que vous en avez planté de nouveau. Bien, c'est un habitat faunique qui est très important, entre autres pour des rapaces comme le harfang des neiges qu'on voit ici, et pour plein d'autres espèces de rapaces qui vont travailler pour vous en plus en chassant là, les petits mammifères puis les autres espèces nuisibles. Ça va servir de site d'alimentation, site de nidification. On va voir aussi des oiseaux forestiers qui vont utiliser ces arbres-là pour passer d'un boisé à un autre. Ils vont l'utiliser pour se reposer. Donc, c'est très, très important, même si ça peut avoir l'air anodin. Certainement qu'à l'occasion, vous avez cessé la fauche dans une parcelle de vos champs pour une raison X, par exemple parce que c'était trop humide ou autre. Juste le fait d'avoir exempté la fauche dans cette partie de prairie-là, bien, vous avez aidé finalement un paquet d'espèces d'oiseaux qui vont faire leur nid au sol, comme le goglu des prés qu'on voit ici, qui est une espèce menacée. Le goglu des prés, c'est une espèce de prairie qui fait son nid au sol, comme je disais, mais maintenant, avec les 3-4 fauches que vous faites durant la saison, l'ensemble des nichées sont souvent détruites. Donc, c'est 100 % de mortalité au niveau de cette espèce-là dans les champs fauchés. Les chicots, donc les gros arbres morts que vous avez sur le bord du champ, tant qu'ils ne sont pas dangereux, on les conserve. C'est un habitat faunique.
Ça aussi, entre autres pour toutes les espèces qui nichent dans des cavités, comme on voit la cresserelle d'Amérique et le petit duc maculé, qui sont des prédateurs aussi, qui vont vous aider à contrôler les espèces nuisibles. On va voir aussi, par exemple, des chauves-souris qui vont utiliser les gros chicots comme ça, comme dortoir. On sait que les chauves-souris sont presque toutes menacées maintenant parce que les populations ont chuté drastiquement à cause d'une maladie. Donc, si on peut leur donner un coup de main en conservant des chicots comme ça, c'est pas très, très compliqué à faire. Des haies brise-vent, bon, vous en avez peut-être chez vous, vous l'avez aménagé avec le Duraclub. C'est un peu comme nous, on a besoin de circuler via des chemins, des routes pour se déplacer. Mais la faune, c'est la même chose, elle va utiliser des couloirs de milieu naturel. Donc, une haie brise-vent comme ça, en plus de créer des sites de refuge, des sites d'alimentation, de nidification, bien, c'est des couloirs de dispersion. Ça, c'est essentiel à un paquet d'espèces, tant les oiseaux que les mammifères. C'est essentiel pour le maintien de plusieurs populations de ces espèces-là. Même chose pour les bosquets d'arbustes que vous allez avoir à travers vos champs. Ça va être utilisé pour les déplacements. Les bandes riveraines, bon, vous en avez vu tantôt, le Duraclub en a aménagé chez certains d'entre vous. C'est certain qu'on va augmenter beaucoup la biodiversité en créant des bandes riveraines, mais vous allez également protéger certaines espèces de poissons, dont le fouille roche-gris, qui habitent des ruisseaux, là, des petits ruisseaux avec des fonds sableux, graveleux, un peu comme on peut retrouver dans la région, ici dans le bassin versant de la rivière au Brochet, entre autres. C'est une espèce menacée également. En plus, bien, les arbres les arbustes qui sont près des cours d'eau vont créer de l'ombre, donc ils vont empêcher l'eau de se réchauffer. Les herbacées, les arbustes en rive vont filtrer les polluants, donc meilleure qualité de l'eau, meilleur habitat pour un paquet d'espèces, les poissons, mais aussi les amphibiens et des reptiles. Donc, on augmente vraiment beaucoup la biodiversité par des bandes riveraines de ce type-là. Puis, en plus, c'est qu'on vient établir une connectivité entre les milieux naturels. Puis ça, c'est un aspect très, très important, puis ça va profiter à de multiples espèces. Vous avez besoin, à l'occasion de vous créer des réserves d'eau, un petit étang, ça attire la faune, c'est vraiment impressionnant. On va retrouver des amphibiens, des reptiles, des oiseaux là-dedans, des insectes qui vont nourrir finalement les autres animaux. Les salamandres vont aller pondre dans ces étangs-là. Les amphibiens, comme les grenouilles, peuvent y séjourner à l'année. On pourrait même voir la grenouille des marais, qui est une autre espèce en situation précaire qu'on retrouve dans la région, qui pourrait élire domicile dans ces étangs-là. Un autre aspect très simple, les vieilles clôtures qu'on retrouve sur vos terres, c'est très, très important, en fait, pour un paquet d'oiseaux. Des oiseaux en situation précaire, comme la sturnelle des prés, le hibou des marais, qui sont des espèces typiquement agricoles. Donc, ces espèces-là ont besoin des nichoirs pour chasser. Le merle bleu, que vous connaissez, qui va les utiliser aussi. Si vous mettez un nichoir, il va être d'autant plus content, il va en profiter. Donc, c'est tant qu'à les enlever pour rien, vous pouvez les laisser là. Ça va être utilisé par la faune. Et la faune en situation précaire, c'est ce qui est important aussi. Des vieux bâtiments, vous en avez sûrement en champ.
Très important aussi comme site de nidification, entre autres pour l'effraie des clochers. C'est une espèce, c'est un petit rapace nocturne qui est très rare, mais qui va aller nicher dans les vieux bâtiments comme ça. On a l'hirondelle rustique, qui était très, très abondante au niveau de nos granges auparavant. Mais maintenant, avec les nouveaux revêtements qu'on a sur nos bâtiments en métal, l'hirondelle n'est plus en mesure d'accrocher son nid. Donc, il faut de la vieille planche de grange, du béton pour que ça puisse se faire. Donc, l'hirondelle rustique, elle a vraiment décliné drastiquement au cours des dernières années. Vous avez peut-être aussi surélevé la hauteur de fauche de vos prairies à certains endroits. Les agronomes disent que ça peut faciliter le séchage du foin. Ça peut également faire un foin qui va avoir moins de fibres à l'intérieur ou moins de sable. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là, mais c'est vraiment pertinent dans le cadre de la protection de la faune aussi. De cette façon-là, on peut protéger l'ensemble des nids des oiseaux qui nichent au sol, mais aussi contribuer à la protection de la tortue des bois. Donc, la tortue des bois ici qu'on retrouve là, dans tout le bassin versant là, de la rivière au Brochet, c'est la plus terrestre de nos tortues. Elle va s'aventurer souvent là, plusieurs centaines de mètres du cours d'eau pour aller dans vos champs pour se nourrir. Et évidemment, si on fauche à ce moment-là, bien, on cause des blessures très graves, souvent mortelles chez ces individus-là. Puis, ça peut faire en sorte qu'il y ait des déclins drastiques au niveau des tortues parce que, naturellement, la tortue, elle n'a pas de prédateurs. Donc, s'il y a des pertes d'individus adultes, ça fait chuter rapidement les populations. Des friches, si vous maintenez des friches sur vos terres, bien, vous avantagez vraiment certaines espèces typiques de ces milieux-là. Par exemple, les pie-grièches ou encore la paruline à ailes dorées ne se retrouvent uniquement dans les friches. Donc, elles aussi elles ont décliné rapidement au cours des 40 dernières années à cause des pertes d'habitat. Et finalement, bien, vos murs de pierre, ça fait partie du patrimoine québécois, mais c'est également des abris puis des sites d'hivernation pour les couleuvres, entre autres. Des espèces communes comme la couleuvre rayée, mais des espèces rares en situation précaire comme la couleuvre tachetée. Donc, qu'on voit uniquement dans les zones agricoles. Voilà. Donc, finalement, vous voyez que les habitats fauniques en milieu agricole, il y en a beaucoup, puis des fois, ce n'est pas très, très compliqué. Vous avez fait, de par vos aménagements ou de par vos pratiques agricoles, beaucoup pour améliorer les conditions des espèces fauniques, mais c'est toujours possible d'en faire plus. Donc, si ça vous intéresse, bien, il y a plusieurs organismes sur le territoire. Il y a le Duraclub, la Fiducie, l'OBV, Corridor Appalachien, probablement d'autres. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils vont vous conseiller, vous orienter dans vos projets. Voilà.